Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier où on va parler écoute à chaud, analyse approfondie pour une expérience client de pointe. Et là, j'ai deux pointures justement pour cet atelier. En plus de Gaps, notre dessinateur préféré. Je suis toujours là. Oui, et qui nous présentera à 17 h le résultat de ses cogitations et comment il nous aura croqué tout au long de la journée. Donc là, on va parler d'écoute à chaud, d'analyse approfondie. Et pour cela, mes deux expertes sont Aurélie Daniel, que vous connaissez déjà depuis ce matin, qui est intervenue plusieurs fois, et une nouvelle intervenante, donc Nadine. Je te laisse peut-être te présenter en quelques mots, quelques phrases. Oui, tout à fait. Donc Nadine Guirabet, je suis directrice générale adjointe de Init Marketing et Capital Client, qui est donc un institut de sondage spécialisé dans l'expérience client. Merci pour cette présentation très synthétique. Alors justement, là, on va voir un petit peu comment dépasser l'analyse de l'exploitation des feedbacks à chaud pour aller vers cette notion un petit peu différente d'expérience feedback management. Alors justement, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre cette notion d'expérience client et d'expérience feedback management? Tout à fait. Alors, juste un petit retour déjà sur peut-être le dessin de Gabs, grosse réclamation, je vous écoute. On voit que voilà, le collaborateur est caché derrière son bureau. Alors aujourd'hui, effectivement, en termes d'expérience feedback management, donc on va avoir des dispositifs complètement automatisés au niveau de la collecte, de l'analyse, bien sûr, et de la restitution des résultats via des tableaux de bord. On le verra, je me suis permise de mettre quelques captures écran pour détailler un petit peu en quoi ça consiste, qu'il n'y a pas que du suivi de KPI pur de satisfaction, mais aussi du commentaire client, qui devient le KPI aussi. On a attendu tout au long de la journée, la voix du client qui est portée et restituée aux équipes. Interagir, c'est-à-dire, on a pris du temps à nos clients pour les sonder à chaud, post-interaction, avec la marque, peu importe le moment, et on va faire, engager, les marques vont engager une boucle de retour pour répondre aux clients en cas d'insatisfaction, mais potentiellement aussi de satisfaction. En gros, c'est interagir. Et puis impacter. L'expérience feedback management, c'est aussi capitaliser sur ces avis, ne pas les laisser dormir et en faire les diffuser, les exposer, puisque, comme on l'a dit aussi souvent, il y a beaucoup de satisfaction, pas que de l'insat, et donc c'est important de le montrer. Et tout ça, bien sûr, en gérant la pression client. Via donc la collecte, la base, c'est du dispositif multicanal, un canal adapté au concept. Donc on a le canal mail qui est un canal un petit peu historique, canal par SMS aussi. Maintenant, le digital devient très très important, donc on propose aussi des enquêtes web qui sont déclenchées en live en fonction du comportement internaute. C'est des petites popines d'invitation qui invitent à répondre, à laisser son feedback, le client en fonction de ce qui vient de lui arriver en termes de moments de vie sur le web. Les enquêtes live vocales aussi, on en a parlé, post-interaction surtout au service client. On a une interaction avec un conseiller, le dispositif s'enclenche pour aller collecter souvent des enquêtes à chaud, très courtes, des questionnaires très courts, 2-3 questions maximum, une note et un KPI qui vient éclairer la note. Pour la partie analyse, en fait, on met bien sûr à disposition de nos clients des tableaux de bord qui, en fonction du profil de la personne qui les consulte, vont être adaptés. Les tableaux de bord sont basés sur des accès profilés et chaque personne qui va consulter les résultats le fera sur son périmètre d'analyse en fonction de ses droits d'accès, mais aussi de sa hiérarchie, de son profil hiérarchique, mais peut-être aussi de sa région. Voilà, nous, qui sommes bretons tous les deux, Fred, on a la région. On n'a accès qu'à la SAT de la satisfaction. Finistère Sud ou du Finistère Nord. Finistère Sud, Finistère Nord, la note de SAT en fonction de ça. Et puis, bien sûr, l'évolution, suivre les courbes, les tendances, est-ce que ça a baissé, augmenté. Le feedback à chaud, c'est fait pour donner vraiment un retour sur ce qui se passe. Mais c'est des suivis aussi pour coacher, potentiellement. Alors, toutes les entreprises ne le font pas, parce que parfois, présume que ça peut présenter un risque, c'est de montrer, entre guillemets, la moyenne de note de satisfaction par conseiller. Alors, pas forcément dans une dynamique, bien sûr, de focaliser en disant ici ça va pas. Non, c'est aussi détecter les ambassadeurs, les personnes avec qui arrivent à collecter des bonnes notes, qui ont des bonnes pratiques auxquelles on va du coup s'intéresser, voir au niveau du commentaire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment super bien. Des objectifs à atteindre, et puis la personne est peut-être un peu en dessous, alors on va aller plutôt essayer d'aider le collaborateur, de mettre en phase actionnée du coaching. Et puis comme vous le voyez aussi à l'écran, il y a un visage derrière les notes. Il ne faut pas l'oublier, il y a une vraie personne, on en parlait à l'instant avec Laurent Trogiani et Benoît Mérona, c'est aussi suivre ces indicateurs à chaud pour coacher, en termes d'objectifs très opérationnels.
Vous voyez sur le bas de l'écran, on fait aussi remonter l'analyse sémantique, qui est une brique d'analyse qui va venir regarder, faire des zooms sur, par exemple, la prestation du conseiller, sur certaines phases de compétences, etc. et donner le ressenti client si les commentaires étaient plutôt positifs, neutres ou négatifs, et qu'on puisse un petit peu analyser, en termes de retour, ce qui ne va pas et déclencher des plans d'action. Suivre pour désamorcer aussi de manière, encore une fois, très opérationnelle, les alertes. On parlait à l'instant de l'analyse sémantique qui est capable de détecter, c'est des moteurs qui vont aller basés sur du NLP, traiter le langage naturel en temps réel, et puis détecter l'effort client, c'est-à-dire la réitération. Ça fait 3 fois que j'essaye de vous joindre, j'ai pas de réponse, etc. La colère, l'appréciation. Alors nous, on met ça joliment, l'appréciation négative intense, parce que bon, la colère, on n'est pas non plus, donc on l'huile comme ça, mais c'est une alerte à faire remonter sur le périmètre donné et dire attention, là, c'est souvent unitaire, c'est pour ça que vous voyez juste un nombre qui est souvent léger, puisque heureusement, il n'y en a pas des tonnes, mais justement, c'est les petites alertes où il faut vraiment surveiller parce que ça peut faire quand même très très mal. On peut aussi détecter le risque juridique. Je vais vous coller un procès dans les dispositifs de retour client. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, vous voyez, tout un tas le buzz négatif. Je vais parler de vous sur les réseaux sociaux. Sur Trustpilot, qu'on verra tout à l'heure. Alors là, non, il faut reprendre la main avant que ça se dégénère. Donc, on a des tableaux de bord comme ça qui vont venir sur des courbes aussi de tendance, voir quand est-ce qu'il y a eu plus d'alertes données, qu'on surveille un petit peu tout ça, et puis quelles catégories, quels moments du parcours sont concernés, et quels sont les verbatim. On fait vraiment un accès direct au verbatim client sur les alertes, pour qu'il y ait un suivi et se dire, qu'est-ce qui explique ces alertes dans le quotidien, pour des dispositifs qui tournent tout le temps après des moments du parcours. On a vu la côté canalité, mais c'est vrai que maintenant on est sur du cross-parcours. Les tendances sont aussi de poser des sondes, tout en gérant sur la sollicitation, mais voilà, donc on peut avoir plus aussi d'alertes globales remontées. De manière opérationnelle, c'est répondre. Je prends du temps à mon client, je lui dis très, très, très sollicité de partout, je vois qu'il y a une insatisfaction, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Donc je peux avoir via des interfaces la possibilité d'envoyer un mail, mais aussi de mettre juste un tracker de suivi via un rappel, via des postes de téléphonie, pour pouvoir savoir ce qui ne va pas, essayer de régler le problème, ou alors à l'inverse, témoigner de la reconnaissance. On a des entreprises, surtout dans le secteur de la banque, qui, en fonction de très bonnes notes, vont témoigner de la reconnaissance. Ouais, pour les promoteurs, là, c'est les remercier. Exactement, les remercier de cette note, et puis de les fidéliser aussi, quelque part, et pourquoi, même pour les plus audacieux, c'est faire un peu placement de produit. Bon, après, ce n'est pas l'objectif initial, mais il y en a qui en profitent aussi pour le faire. Impacter la culture client, on en parlait, et on en parlera encore aussi tout à l'heure avec Trustpilot, c'est diffuser les avis clients à toutes les strates de l'entreprise, d'abord en interne, c'est-à-dire faire marcher le top management dans les chaussures de ses clients. C'est important aussi de lui offrir la KPI, le retour du client, qui parfois peut-être, le top management peut être parfois un peu loin. Donc c'est éloigné de la réalité du terrain. Exactement, c'est de les réconcilier un peu avec ça. Comprendre pour entreprendre, faire du commentaire à KPI, c'est important, je trouve, de avoir l'explication rationnelle qui explique la note, parce que le KPI c'est bien, mais bon, s'il n'y a rien pour l'expliquer, on reste dans le flou. Et la voix du client qui rentre dans l'entreprise, bien sûr, qui touche tout le monde. Alors, ça va dépendre des entreprises. Certains vont pouvoir aller jusqu'au conseiller. Ce matin, on l'a vu avec M&T Prévoir. D'autres, peut-être un peu plus de recul, plus un mur global dans l'ensemble des locaux même de l'entreprise. Mais en tout cas, ça permet d'impacter durablement la culture client. Et donc ça, c'est plutôt pour le volet interne. Et sur la partie externe, ça permet aussi, via la diffusion de ces avis, sur des plateformes à forte visibilité, donc Google My Business, Trustpilot, ou même sur les pages web du site des entreprises qu'on appelle les store locators, sur les pages web de nos clients, en fait, c'est publier les avis pour aller viser un rééquilibrage de l'image de marque, parce que souvent sur les réseaux, sur Internet, c'est les plus virulents, les plus mécontents. Exactement, c'est une minorité, mais la minorité qui s'exprime, elle est vraiment pas très contente. Donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre naturel, et on est un petit peu tous comme ça, quand en général on veut que ça se voit, ce qui est quand même soit parce que c'est les extrêmes, soit parce que ça a été hyper positif, j'ai eu un effet waouh, je suis vraiment contente et j'y vais, ou à l'inverse. Ça s'est vraiment mal passé, et là je vais en parler, je veux que tout le monde le sache, je veux en gros vous payer, c'est un peu le revenge.
le revenge sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est complètement en déséquilibre vis-à-vis de ce que les conseillers, eux, donnent au quotidien et ce que la marque aussi, l'entreprise, fait pour ses clients. Donc, on rééquilibre via la possibilité, en laissant la possibilité aux clients, en acceptant, bien sûr, on est sur du consentement, de publier l'avis qui vient d'être laissé par le client lui-même. On est RGPD compliant, comme on dit, voilà, on ne propose pas cette démarche sans ça. Donc voilà, diffusion des avis sur des cibles de diffusion à forte visibilité. Voilà, cette démarche d'expérience feedback management, elle touche tout ça. Une expérience avec un grand E, sur l'ensemble des parcours, l'ensemble des personnes au sein de la société, de l'entreprise, et puis sur l'ensemble, voilà, tout en multicanalité, on va dire. D'accord. Donc là, on voit bien tout l'intérêt de cette écoute à chaud, hein, à la fois en interne, mais également en externe. Alors, si maintenant, je m'adresse à vous, Nadine, si on peut dire, quelle est la complémentarité de ces fameuses études à chaud qu'on a vues qui permettent de s'améliorer, d'améliorer les parcours, de communiquer? Quelle est la complémentarité avec les études plutôt à froid ou l'écoute client à froid? Alors, pour utiliser une image, je dirais que globalement, donc, les feedbacks à chaud permettent de zoomer sur un moment clé de l'expérience client, alors qu'en l'occurrence, les baromètres un peu parcours client à froid permettent d'avoir une vision panoramique de l'ensemble de l'expérience client vécue. Donc ça veut dire que dans ce deuxième cas, un client il va évaluer, sans qu'il y ait forcément une interaction récente, l'ensemble de l'expérience qu'il vit avec une entreprise. Donc par exemple, dans le secteur B2B, un client évaluera à la fois les relations commerciales, l'offre en elle-même, la livraison, le service après-vente, les réclamations, ou alors en B2C, typiquement pour un assureur santé par exemple, on fera évaluer l'adhérence sur sa souscription s'il adhère depuis moins d'1 an, la gestion des remboursements, la perception des montants de remboursement, des niveaux de remboursement, son appel au service client, ses réclamations. Donc il évalue vraiment l'ensemble de l'expérience client. Donc on est sur des baromètres globalement où effectivement le nombre de questions est plus important que ce qu'on a sur du feedback à chaud. On est classiquement sur des durées de questionnaires de 10-15 minutes parfois par téléphone et ou par mail, avec une trentaine, une quarantaine de questions, là où les feedbacks à chaud, on est généralement sur des questionnaires plus courts, 3, 4, 5 questions, 10 questions maximum. Donc ça, c'est une des différences. Une autre différence, c'est la fréquence. Aussi, les feedbacks à chaud, c'est un retour en permanence, puisque l'objectif, c'est de réagir très vite, de façon très, très opérationnelle. Alors qu'en l'occurrence, sur ces baromètres à froid, c'est une vision une fois par an, ou parfois tous les 2 ans, où ça arrive qu'il y ait une vision tous les semestres, et de façon représentative. Ça, c'est un point qui est important aussi, c'est qu'on va faire en sorte d'être complètement représentatif de l'échantillon et du portefeuille client. Et qu'on ne soit pas biaisé. Je crois que d'ailleurs, tu en parleras tout à l'heure, tu en auras des exemples. Absolument, tout à fait. De biais qu'il peut y avoir. Déformée. Voilà, tout à fait. Et d'être vraiment représentatif. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc, alors un autre point aussi, c'est les objectifs. Les objectifs avec des feedbacks à chaud sont très opérationnels. Pour le coup, c'est des outils qui sont mis à la main des managers opérationnels pour pouvoir réagir très vite. Ça doit transpirer dans toute l'entreprise, comme tu l'as dit, Aurélie, ça c'est un point qui est très important. Sur des baromètres parcours client à froid, on est sur des objectifs plus stratégiques. Là, l'objectif, ça va être d'identifier sur l'ensemble de l'expérience client, qu'est-ce qui, au final, impacte le plus la satisfaction globale. Est-ce que c'est le service client ou est-ce que c'est l'offre qu'il faut refondre? Ou est-ce que c'est les outils digitaux dans lesquels il faut que j'investisse? Donc on est vraiment à essayer d'identifier quel moment clé il va falloir prioriser au niveau financier, humain, en termes d'énergie. Alors, il ne faut pas opposer du tout ces deux modes d'écoute, puisqu'au contraire, c'est très complémentaire entre les feedbacks à chaud et les baromètres parcours client à froid. Et il faut avoir, au contraire, les deux modes d'écoute pour avoir une vision qui soit complètement 360 degrés de l'expérience des clients. Il faut vraiment mettre en place ces deux modes d'écoute. Donc, et même quand on n'a pas du tout d'écoute, ce qui est assez rare maintenant, parce que maintenant, toutes les entreprises écoutent. Toutes les grandes entreprises maintenant ont compris l'importance d'écouter. Exactement. Mais bon, dans le cas où il n'y a pas d'écoute, ce qui est bien, c'est non seulement mettre en place d'abord un baromètre à froid pour identifier quels sont les moments clés qui sont des irritants, et ensuite mettre tout de suite en place des feedbacks à chaud sur justement les moments clés qui sont irritants pour essayer de les suivre en permanence et de les améliorer. Et là aussi, sur la façon, on va dire, de mettre en place ces écoutes-là, il y a deux modes qui diffèrent, puisque dans le cas des feedbacks à chaud, les entreprises s'équipent maintenant, sont quasiment toutes équipées d'outils, donc tels que Eloquent. Et par contre, sur des baromètres parcours client à froid, classiquement, c'est plus des instituts de sondage, c'est rarement fait en interne, c'est des instituts de sondage qui sont sollicités comme INIT, experts de l'expérience client, pour mettre en place ces écoutes-là. D'accord. Donc on est vraiment sur deux modes d'écoute qui sont très très complémentaires et pas avec les mêmes objectifs. Et il faut les deux vraiment pour avoir une vision à 360 degrés.
D'accord. Alors justement, quels sont les apports en préparation de la réunion? Je crois qu'on avait parlé de 4 grands apports sur ces fameux baromètres à froid, hein, par rapport à chaud. Alors, qu'est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Absolument. Donc, il y a 4 apports essentiels. Le premier apport sur ces baromètres à froid, c'est vraiment donner la parole à tous les clients. Oui. Ça, c'est un point qui est important, puisque sur les feedbacks à chaud sont mis en place dès qu'il y a interaction, voilà, souvent. Or, on peut très bien ne pas avoir d'interaction dans l'année avec une entreprise, par exemple avec son assurance auto ou habitation. Mais si on n'a pas de sinistre ou si on n'appelle pas son service client parce qu'on a une demande où on veut faire évoluer son contrat, on n'a pas de contact dans l'année. Donc ça veut dire qu'on ne sera jamais audité. Même chose pour, par exemple, son fournisseur d'accès Internet ou mobile. Si on n'a pas de problème technique, si on ne veut pas faire évoluer son contrat, on n'est pas en contact avec son fournisseur d'accès Internet. Donc dans ces baromètres à froid, par contre, là, on va auditer vraiment l'ensemble du portefeuille, même peut-être la moitié ou les 2/3 du portefeuille qui n'ont eu aucune interaction dans l'année avec l'entreprise. C'est une majorité un peu silencieuse. Voilà, exactement, tout à fait, et qui est très importante, qui parfois ne s'exprime pas. Donc on va l'auditer et on va mettre en place ce qu'on appelle des quotas pour être complètement représentatif du portefeuille. Et généralement, le taux de satisfaction, le NPS qu'on va communiquer en externe, c'est celui qui est mesuré au travers de ces baromètres parcours client à froid. Et ça, c'est important, puisque cela, il reflète vraiment l'ensemble de l'expérience vécue, que ce soit le contact au service client, l'offre en elle-même, les différentes interactions, les outils digitaux, etc. Donc ça, c'est le premier apport. C'est vraiment être représentatif, donner la parole à tous les clients. Deuxième apport, c'est qu'on va beaucoup plus loin que de la satisfaction dans ces baromètres-là. Ce n'est pas que des questions de satisfaction qu'on pose, on va évaluer aussi l'image de la marque, qui souvent impacte beaucoup l'expérience vécue. On va également évaluer toute la connaissance de l'offre ou des services associés au contrat. Est-ce qu'on connaît effectivement qu'on a un espace client? Est-ce qu'on connaît tous les services associés à son espace client, typiquement? Est-ce qu'on sait qu'il existe une application mobile? Est-ce qu'on l'utilise? Et comment on évalue globalement l'offre? Donc le type de recommandations qu'on va faire vont pas juste être des recommandations sur des irritants. On va aussi dire, par exemple, on va peut-être constater que l'application mobile, elle n'est pas assez connue et que pousser sa connaissance permettrait de rendre le parcours client plus fluide. Voilà. Donc on va aussi donner des recommandations qui sont vraiment de l'ordre du comportement et pas juste de la satisfaction, du comportement et de l'information sur le contrat dont on dispose. Donc ça, c'est le deuxième grand apport. Troisième grand apport, c'est identifier les parcours clients clés. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est où est-ce qu'il faut allouer ses ressources. Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse sur mon service client ou est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse sur mes outils digitaux, sur mon espace client, sur mon application mobile? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je refonde mon offre? Donc, on va mettre en place des analyses statistiques approfondies pour auditer donc l'ensemble des points évalués, quand il y a une trentaine, une quarantaine de points évalués, pour prioriser en fait les moments clés qu'il faut travailler. Est-ce que c'est le service client, l'offre, etc. Et puis le quatrième apport, c'est vraiment c'est identifier un peu des personas, des profils types, profiler un peu mieux qui sont mes ambassadeurs ou mes détracteurs, en termes d'âge, d'ancienneté, etc., de produits achetés. C'est vraiment avoir un profilage qui soit le plus précis possible pour pouvoir réagir et essayer de rattraper des insatisfaits. Donc voilà, ça c'est les grands types d'apports. 4 grands apports importants. Si on revient maintenant un peu plus sur un sujet qui nous intéresse plus, et j'espère que vous intéresse plus aussi aux personnes qui sont en ligne, c'est le feedback à chaud. Nous, on a vu donc avec Aurélie qu'on peut faire énormément de choses. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, aller exploiter un peu plus en profondeur les données? Tout à fait. Et c'est très intéressant d'essayer d'aller plus loin. Justement, c'est très bénéfique d'essayer d'aller plus loin sur des données de feedback à chaud. Alors déjà parce qu'il y a une quantité phénoménale de données qui est récoltée toute l'année. Sur certains feedback à chaud, on a de 50 000, 100 000, 200 000 enquêtes. C'est énorme en fait. Et retours. De retour. Et le premier niveau d'informations qui sont données dans les tableaux de bord, dans les outils de data visualisation, alors c'est déjà un premier niveau d'information, c'est déjà assez important. Généralement, on fait en sorte que les managers soient autonomes. Donc, il y a des filtres qui existent, ils peuvent faire leur propre tri, etc. Mais il y a généralement des choix qui sont faits. C'est un premier niveau d'information. On ne peut pas tout montrer non plus sur les tableaux de bord. Parce que sinon, trop d'indicateurs, exactement. Trop d'infos tue l'info. Et puis, souci je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais d'homogénéité aussi. C'est-à-dire que l'exploitation, il ne faut pas qu'il y ait de biais d'un manager à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de ce côté, une même vue avec on raconte, on met la donnée en histoire, en musique, storytelling de la donnée, mais de manière harmonisée. Absolument, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à un moment, il y a une sélection qui doit être faite. Donc on ne peut pas tout montrer. Donc c'est important à un moment de faire un arrêt sur image, une fois par an,
de récupérer toute cette data recueillie dans l'année et de faire un bilan annuel. Et on va croiser cette data de satisfaction recueillie avec toutes les données CRM. Et on va aller plus loin en exploitant des données des bases CRM qui ne sont pas forcément présentes et présentées dans les outils de data le chiffre visualisation. d'affaires, La segmentation, les les valeurs clients, voilà. etc. Voilà. On va aller beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est un point important qui permet vraiment de creuser, de creuser en profondeur. Nous, elle nous sera passée, cette donnée de CRM, à partir du moment où l'entreprise est à même, dans le cadre du dispositif HO, de nous donner soit en temps réel les données relatives au contact. Donc ça, c'est si les ERP ou les CRM sont enclins à le faire. Mais sinon aussi, on peut récupérer ce type de données de contexte a posteriori pour analyse et faire offrir la possibilité de faire un focus sur une gamme de produits, voilà. un produit acheté, une récence d'achat. Exactement, une segmentation client, VIP, peu importe, ce type de choses. Ça existe un petit peu moins aujourd'hui, cette notion-là, mais en tout cas, on peut l'avoir. Mais ça reste une photo à un moment donné, un suivi à un moment donné. Voilà. Tout à fait. Et on va se poser 4 types de questions. Donc, quand on récupère effectivement ces bases-là pour les analyser, généralement, on se pose 4 types de questions. Alors, c'est des questions qui sont assez proches de celles qu'on peut se poser sur les baromètres parcours client à froid, que j'ai souligné. C'est est-ce qu'on est représentatif du moment clé ou du T et ça, c'est important de tout la poser parce qu'on sait que sur des enquêtes web, ça maximise les extrêmes. Donc, c'est soit les très satisfaits, soit les plus insatisfaits qui répondent. Et généralement, c'est la tranche moyenne qui est moins représentée. Donc, parfois, il y a biais. Alors, qui est biais? C'est pas grave du tout parce que le biais, il est constant toute l'année. Donc, ça empêche que quand on analyse un moment clé, même si sur des outils de feedback, même s'il n'est pas représentatif, ça n'empêche pas au manager opérationnel de réagir très vite à des hausses ou à des baisses de qualité de service. Puisque le biais, généralement, il est constant. Mais c'est important de le savoir, en fait. Et je vais vous citer des exemples qui montrent que parfois, effectivement, c'est pas représentatif. Donc, aller plus loin, se dire, est-ce que je suis représentatif du moment clé? Et si je ne le suis pas, quelles décisions complémentaires je peux prendre? C'est important de le savoir. Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est effectivement d'écrire aussi les profils à risque, ambassadeurs, en intégrant ça de la donnée complémentaire, de valeur client, d'âge, etc. Troisième question aussi, c'est identifier des leviers peut-être qui ne sont pas apparus en premier niveau, qui n'apparaissent pas sur les tableaux de bord permanents, parce qu'encore une fois, il y a un choix qui est fait, on ne peut pas tout montrer. Donc, on va croiser toutes les informations pour essayer d'identifier des leviers qu'on n'a pas vus par ailleurs, qui ne peuvent pas apparaître visiblement dans les tableaux de bord. Et puis, quatrième point, c'est prioriser des actions, en fait. Ne serait-ce que même quand des questionnaires sont courts, est-ce que c'est le temps d'attente, au fait, qui impacte plus la satisfaction de l'appel, ou est-ce que c'est la qualité de la réponse? Donc là, on peut prioriser en mettant en place des analyses bayésiennes. Voilà. Les fameuses. Alors, voilà, les fameuses. Alors ça, justement. Alors, tu as quelques exemples, parce que là, ça nous donne vraiment l'eau à la bouche, ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets en disant, mais qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, aux marques, entreprises, etc. Alors, quelques exemples concrets, typiquement, qu'on a tirés de notre pratique. Pour un assureur santé, par exemple, et notamment sur le fait d'être représentatif ou pas du moment clé qu'on audite à chaud. Donc c'est un assureur santé qui a un outil de feedback, qui fait ses propres enquêtes à chaud en interne. Ils nous ont donné un événement qui est l'événement souscription à analyser. Or, dans cet événement souscription, il se trouve que les nouveaux adhérents, le poids des moins de 40 ans chez ces nouveaux adhérents, c'est près de 40% des nouveaux adhérents qui ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Or, dans la réalité des gens qui répondent dans l'enquête, cette population des moins de 30 ans est sous-représentée, en fait. D'accord. Donc ça pèse 20% dans l'enquête de souscription, alors que dans la réalité, c'est 40% des nouveaux adhérents. Donc ils répondent moins, en fait, les moins de 30 ans aux enquêtes. Donc c'est important de le savoir, surtout sur un assureur santé, parce que du coup, quand on voit ça, il y a un biais, mais c'est pas grave, le biais, il est le même toute l'année. Encore une fois, les managers qui utilisent ces résultats sur la souscription, ça ne leur empêche pas de réagir toute l'année à des baisses ou à des hausses. Par contre, à un moment, faire un arrêt sur image et se dire, bon, là, on a quand même, les jeunes sont moins représentés qu'est-ce que devrait être. Nous, on redresse les résultats, on recale les résultats pour donner aux moins de 30 ans leur juste poids en parole. Et du coup, quand on analyse une fois par an, ça permet d'aller un petit peu plus loin et d'avoir des recos peut-être un peu plus précis sur ces moins de 30 ans qui sont un peu sous-représentés dans l'enquête, mais que nous, on recale pour être représentatifs. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple pour un leader du jeu en ligne. On traite leur service client depuis des années. On fait un bilan annuel sur leur feedback à chaud de service client. Et là aussi, on constate dans les résultats que les gens qui ont des problèmes techniques répondent plus aux enquêtes que la réalité. Voilà. Ils sont plus insatisfaits, donc ils répondent plus aux enquêtes. Comme tu disais, Aurélie, les mécontents veulent faire entendre leur voix. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Donc, alors, et du coup, quand on récupère les résultats, on redresse en fait. On voit que les problèmes techniques, ça pèse 20%. La réalité, c'est que c'est 10% des motifs de contact et c'est pas 20%, mais on redresse pour leur donner, en fait, pour baisser un peu leurs paroles, parce qu'ils ont plus de poids que la réalité.
Donc ça permet vraiment, le but étant d'avoir des résultats au moins une fois par an complètement représentatifs et prendre des décisions qui sont complémentaires. Donc ça, c'est des exemples, par exemple, sur le fait d'être représentatif du moment clé vécu. Alors, d'autres exemples, par exemple, pour un leader de la grande distribution, là, ils ont un feedback à chaud suite à passage en magasin. On a récupéré l'ensemble de leurs données, on a analysé en profondeur, et là, on a intégré des données CRM de valeur client. Et on s'est rendu compte, typiquement, que les promoteurs, c'était plus des petits paniers moyens, alors que les détracteurs, c'est plutôt des gros paniers moyens. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'un manager, du coup, c'est un éclairage complémentaire et différent qui est apporté avec une analyse approfondie. Et du coup, un manager, quand il va voir maintenant son NPS de détracteur augmenter, il pourra se dire, attention, mon NPS de détracteur, mon taux de détracteur augmente, c'est des gros paniers derrière, il faut que je réagisse très vite. Donc c'est vraiment un point qui est complémentaire et qui peut pousser effectivement les opérationnels à réagir un peu plus vite en ayant des éclairages complémentaires et en décrivant mieux les profils derrière chaque typologie, en fait, derrière chaque détracteur ou chaque promoteur. Et puis un autre exemple sur l'intérêt aussi d'analyser des feedbacks à chaud de façon approfondie, là c'est pour un fournisseur d'énergie. On a analysé leurs données de service client à chaud, et là on s'est rendu compte que les clients qui appellent le service client pour demande X, Y ou Z, et qui à la fin de l'appel reçoivent un conseil en économie d'énergie, eh bien, ils sont bien plus satisfaits que ceux qui appellent et qui à la fin de l'appel n'ont pas de conseil en économie d'énergie. Donc, et les écarts de satisfaction sont énormes, c'est quasi 20-25 points, c'est tout bonnement énorme. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Aurélie sur l'atelier de la MNT, ils ont peut-être évoqué leur relation client intentionnée. Oui, là, moi, ce que je trouve hyper puissant dans cet exemple-là, Nadine, c'est que clairement, on a vu, via les analyses bayésiennes, le levier qui était vraiment le différenciant, qui creusait l'écart et qui marquait ici, la SAT, elle est vraiment là. Donc, on a la bonne pratique où tout le monde, en gros, doit donner son petit, ce conseil aussi, se mettre un peu derrière ça. Conseil en économie d'énergie qui fait la différence. Tout à fait. Et ça, effectivement, oui, c'est vrai que la MNT avec son RCA, la relation client intentionnée, c'est ça, c'est le petit plus. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Et ça, c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant pour les entreprises et pour le client final, que nous sommes tous, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Tout à fait. Et c'est un service client qui a tout à coup ce genre de données à disposition. Il peut se dire, quand il a un client mécontent, hop, si je donne à la fin de l'appel, j'essaie de placer un conseil à valeur ajoutée, je désamorce une bombe potentielle parce que j'ai apporté quelque chose en plus qui n'était pas attendu. J'ai répondu à la demande, mais en plus de ça, j'ai apporté un conseil à valeur ajoutée. Donc là, un fournisseur d'énergie, c'est un conseil en économie d'énergie, mais tous les services clients peuvent réfléchir à ce type de conseil complémentaire à valeur ajoutée qui peut faire un petit effet plus, un petit effet waouh. Donc voilà, donc ça, c'est des apports concrets apportés par des analyses approfondies sur des données de feedback à chaud qu'on exploite un peu plus en profondeur. Alors, on a parlé plusieurs fois d'un mot-clé qui sont les analyses bayésiennes. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ligne. Mettez dans le chat ceux qui connaissent les analyses bayésiennes. Gaps, vous connaissez ce que c'est les analyses bayésiennes? Bon, voilà, je pense que Nadine va pouvoir nous éclairer là-dessus et augmenter notre culture générale. Alors, donc les réseaux bayésiens, c'est des analyses qui existent depuis assez longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. C'est un peu des réseaux comme des réseaux neuronaux, on va dire. C'est des calculs de probabilité qui permettent de mesurer les impacts croisés entre les différents éléments d'un système. Donc pour utiliser un exemple concret, est-ce que par exemple le temps d'attente impacte la qualité perçue d'un appel au service client? Alors intuitivement, avec un peu de bon sens, on se dit, si on passe 3 minutes au téléphone à attendre un conseiller qu'on l'a au téléphone, après on est déjà un peu énervé. Donc la qualité de la réponse, on ne va pas la percevoir de la même façon que si le conseiller l'a décroché tout de suite. Mais bon, c'est bien, ce type d'analyse permettent vraiment de déterminer ce type d'impact. Donc ça va plus loin que des analyses classiques, parce que des analyses classiques, on va déterminer l'impact du temps d'appel sur la satisfaction globale de l'appel, de la qualité de la réponse sur la satisfaction globale de la réponse, mais on ne va pas de façon horizontale déterminer l'impact croisé entre les deux. Or, les analyses bayésiennes permettent ce type d'analyse un peu croisée. Donc on est vraiment sur du niveau 2 par rapport à du niveau 1 qui sont des analyses de statistiques, on va dire de contribution ou de corrélation qui vont un peu moins loin. Donc c'est des analyses qui sont assez puissantes, qu'on met en œuvre et qui apportent des éléments très intéressants. Typiquement un exemple concret qu'on a appliqué pour un industriel du BTP, où il apparaissait quand on analysait ces données de satisfaction,
qu'il fallait améliorer la compétence des commerciaux. Donc améliorer la compétence des commerciaux, c'est quand même assez sensible, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas bons, il faut les virer, il faut mieux les former, enfin bon, c'est assez sensible de donner ce genre de recommandations. Et on a mis en œuvre des analyses bayésiennes et on s'est rendu compte que ce qui impactait la compétence des commerciaux perçus, c'était la fréquence de visite. En fait, les commerciaux ne se déplaçaient pas assez en clientèle. Et donc, on se dit initialement, les clients ne sont pas contents des commerciaux parce qu'ils ne sont pas assez compétents. Mais finalement, l'analyse bayésienne permet de dire non, c'est pas ça. C'est la fréquence de visite. Voilà, qui impacte la compétence perçue. Et donc, du coup, la recommandation, elle était plus précise. Plutôt que de dire améliorer la compétence des commerciaux, ça veut dire quoi, on ne sait pas trop. Là, c'était de dire il faut que vous libériez du temps à vos commerciaux pour qu'ils aient plus de temps d'aller en clientèle. Donc, ça veut dire, par exemple, décharger-les des tâches administratives. Prenez une assistante de vente, par exemple, qui s'occupera des tâches administratives de façon à ce qu'ils se déplacent plus en clientèle et ça améliorera globalement la compétence des commerciaux perçus. Donc, ça permet vraiment d'identifier à la fois les drivers, on va dire, de la satisfaction, là c'est la compétence des commerciaux, et les starters, c'est-à-dire si je ne peux pas jouer sur le driver ou qu'il est un peu flou, quel starter j'utilise pour jouer sur ce driver. Donc voilà, donc ça permet vraiment de prendre en compte toutes les corrélations, donc ça c'est un des premiers bénéfices. Un des deuxièmes bénéfices, donc du coup, c'est que ça permet de prioriser des plans d'action, de déterminer les 2-3 points qui ont le plus d'impact sur globalement la satisfaction globale, donc d'avoir des plans d'action qui sont plus fins que ce qu'on a habituellement. Et en dernier lieu, on peut même aller avec les analyses bayésiennes sur de la simulation, c'est-à-dire on peut par exemple se dire mais si je m'améliore de 3 points sur le temps d'attente, quel est l'impact sur la satisfaction globale de l'appel? Ou si je m'améliore de 3-4 points sur la qualité des réponses apportées par le conseiller, quel est l'impact global sur la satisfaction de l'appel? Ou si je vais jouer les deux, c'est-à-dire je vais essayer à la fois de m'améliorer sur le temps d'attente et la qualité de la réponse apportée, quel est l'impact global sur la satisfaction de l'appel? Voilà. Donc on peut même aller jusqu'à faire des simulations. Donc c'est vraiment des analyses assez puissantes qui peuvent être mises en œuvre dès qu'on a 600-700 répondants à minima. Alors ce qui est souvent le cas sur des baromètres parcours client à froid, et ce qui est tout le temps le cas sur du feedback à chaud où on a une quantité de volume qui est très conséquent. Et du coup, c'est marrant ce que tu dis, Nadine, parce qu'on a un peu l'impression aussi qu'on est, sur l'exemple que tu viens de donner, presque dans de l'analyse prédictive, en fait. C'est quoi, Alors oui, sur la partie simulation, oui. Sur la partie simulation, oui. Parce que c'est des calculs de probabilité croisés. Donc effectivement, là, on est sur des choses qui sont un petit peu prédictives. Et qui permettent de jauger des efforts qui sont à faire. Est-ce qu'il faut que je mette plus d'efforts sur mon temps d'attente ou sur la qualité des réponses apportées? Parce que derrière, ce n'est pas forcément les mêmes actions pour un service client. Donc là, c'est l'exemple du service client, mais ça peut être autre chose. D'ailleurs, sur le slide qu'il y a, c'est autre chose. C'est sur de la commande en ligne. Suivi de commande, oui. Voilà, c'est du suivi de commande. Donc ça peut vraiment être utilisé dans différents niveaux, différentes mesures, enfin différents insights à trouver sur les différentes offres. Donc, alors, au final, donc cet atelier-là, c'était vraiment sur cette complémentarité à chaud, à froid, l'analyse approfondie justement de ces insights qu'on récupère via le feedback management à chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il y a un conseil à donner à nos chers auditeurs avant qu'ils passent à la session de questions-réponses? Qu'est-ce qu'on pourrait dire et retenir et qu'est-ce qu'ils devraient faire? S'il y a une action à donner, Aurélie, quel conseil tu donnerais à nos chers auditeurs? Donc bien sûr, s'ils n'ont pas une solution d'écoute à chaud, c'est qu'ils se lancent tout de suite, ça, je m'en doute bien. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, comme le disait Nadine au début, je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques le font. Le tout, c'est de bien voir qui sont les cibles en général pour bien adapter le canal qui va solliciter. Parce que sans collecte, sans données, après, l'interprétation, que ce soit de manière opérationnelle ou que ce soit de manière beaucoup plus approfondie, comme vient de nous le donner Nadine, il n'y en a pas. Donc voilà, il faut quand même travailler tout ça. Le conseil aussi fondamental, alors là je me pose aussi en tant que cliente, pas que en tant que responsable marketing produit d'Eloquent, mais voilà, s'il y a un feedback qui est donné, c'est le traiter, quoi. Donc vraiment considérer le feedback comme une interaction. Aujourd'hui, c'est juste indispensable. Alors c'est aujourd'hui un super moyen, alors en plus ça va au-delà de ça, maintenant c'est devenu presque une pub, on le voit partout, à la radio, pour telle marque, de remettre de notes de 7, etc. Un verbatim client avec un prénom. Voilà, donc c'est des leviers de publicité. Mais c'est bien, c'est parfait, ça veut dire qu'il y a vraiment une utilité. Bon, attention aussi à pas abuser, à aller vraiment sur de la véracité quand même. Il ne faut pas dénaturer les avis, il faut quand même que c'est un minimum traçable et que ça ne repose pas sur
sur des choses un peu inexistantes en termes de bonnes pratiques. Mais voilà, c'est traiter le feedback en direct au niveau du client. L'exposer aussi, c'est important, je pense, parce que, voilà, comme je vous dis, il y a une démarche de publicité, vraiment, mais aussi, quelque part, de s'y retrouver, puis de rééquilibrer. Mais ça, on va l'aborder. Juste après avec Trustpilot. Exactement. Donc, si j'ai bien compris, donc, corriger l'insatisfaction, ça, c'est super important, s'améliorer. Et bien sûr, les clients satisfaits de maintenant seront vos clients de demain. Ça, très bien résumé, Fred. Et Nadine, si tu as un dernier mot avant qu'on passe aux questions-réponses. Alors, je crois qu'on en a beaucoup. Moi, je dirais déjà avoir vraiment les deux systèmes d'écoute. Pour moi, c'est fondamental. C'est bien avoir à la fois un outil de feedback. Voilà, un outil de feedback, ça c'est un point fondamental, un outil de feedback pour mesurer à chaud sur des moments clés qui sont des irritants et avoir parallèlement un baromètre parcours client à froid. Donc c'est vraiment la complémentarité des deux outils qui est complète et cette vision 360 degrés, elle est essentielle. Donc c'est ça que j'aurais envie qu'on retienne, premier point. Et deuxième point, c'est aussi d'aller plus loin avec toute cette data qui est phénoménale qu'on peut récolter avec des outils de feedback. C'est vraiment à un moment se poser et faire un bilan en croisant effectivement toute cette data avec des données CRM pour aller encore plus loin que ce qui est déjà permis avec les tableaux de bord, où on peut déjà aller loin. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, parfois trop d'infos tue l'info. Donc c'est un premier niveau d'information et il est possible d'aller encore plus loin. Alors je crois que Chantal doit faire un tri dans toutes les questions que nous avons eues. Oui, alors ça va être compliqué, il nous reste peu de temps. Gwen demande quels conseils pour concrètement utiliser les baromètres ou résultats d'enquête au quotidien pour mobiliser les collaborateurs vers l'amélioration du service. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises pour animer l'excellence grâce à ces outils? Oui, alors on en parlait encore, en plus à travers différentes expériences de retour de nos clients. On a vu la mutuelle nationale territoriale ce matin, le groupe Prévoir, qui sont des mutuelles assurances, même Laurent Trojani de Nikéral, nous en a parlé à l'instant. Oui, c'est le partage. Le partage d'avis, donc sous forme de mur, sous forme d'affichage. Donc la voix du client, qui s'installe dans les locaux, qui est vraiment visible, qui fait partie du cadre de vie des employés. Ça, c'est hyper important. De l'avoir aussi, bien sûr, au sein des tableaux de bord, le KPI, le commentaire, qui vient renforcer, qui est à côté du quanti, mais le KLI. Voilà, ça c'est une démarche d'imprégnation. Et alors, moi j'adore la concurrence, je trouve que c'est des gens qui nous tirent vers le haut. Alors je vais emprunter une expression volontairement, mais c'est pas grave. Le côté aussi machine à bisous, voilà, le côté faire du bien. C'est vrai là-dessus que c'est des pratiques qui motivent les personnes que nous sommes. Voilà, on a toujours l'impression... Pas que voir le côté négatif. Mais... Non, ça, c'est très français ou très humain, je ne sais pas. Mais de voir toujours le côté négatif, non. Il y a en majorité... Nos clients, c'est bien simple en termes de baromètre. Il n'y a personne qui a en dessous 96% de satisfaction. C'est parce qu'on a des très bons clients, c'est pour ça. Mais voilà, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Donc, regardons un peu ce qui va. Chantal est en train de me faire signe qu'il y a 2-3 questions encore de gens... Alors, vas-y. Très vite, je pense que ça va plutôt être pour Nadine, puisque ça concerne l'analyse bayésienne. Requiert-elle d'avoir recours à un prestataire spécialisé ou est-ce une méthode à la portée de tout professionnel de la relation client? Alors non, ça nécessite effectivement de faire appel à un prestataire spécialisé. En l'occurrence, il connaît très bien ces méthodes d'analyse. Donc, c'est des logiciels qui sont assez poussés. Et on a des experts, nous, en interne, chez Enit. En l'occurrence, on est un des instituts les plus experts du traitement de ce type d'outils, de ce type d'analyse. Mais on ne peut pas l'internaliser. Donc, il faut être statisticien. Oui, voilà. Petite dernière d'Anne-Lise. Est-il impossible de diffuser des enquêtes à chaud et baromètres à froid sur la même plateforme? Non. Pas du tout. D'ailleurs, Init utilise notre plateforme pour leur questionnaire. Non, bien sûr, une solution de feedback management, d'expérience feedback management. D'ailleurs, on parle d'expérience client, mais tout à l'heure, on a parlé d'expérience collaborateur. Dispositif d'écoute à chaud automatisé, mais aussi par vague, des envois à des vagues. Non, une seule et même plateforme peut répondre, peut couvrir l'ensemble des cas que nous avons évoqués. Ouais. Alors, Chantal nous dit que nous allons passer à l'atelier suivant. Et donc, toujours avec Aurélie, et cette fois Trustpilot. Et on va parler des avis clients. Donc, ça, merci Nadine. Et merci Nadine. Et merci à tout de suite pour le prochain atelier. Merci.